Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel entretien de la série qui nous permet de mieux connaître le cinéaste et l'homme qu'était Bertrand Tavernier et qui nous vaut aujourd'hui de rencontrer Jean-Olé Laprune. Jean-Olé Laprune, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, c'est une définition qui vous convient. Vous n'êtes pas que ça, mais vous êtes ça. Plus cinéphile qu'historien, c'est-à-dire quelqu'un qui aime voir des films, pouvoir en parler avec d'autres personnes et si possible convaincre les gens d'aller voir ces films. Mais aussi écrire sur ces films. Le premier film de Bertrand Tavernier que vous avez vu ? Que la fête commence, au moment de sa sortie, j'avais loupé l'horloger de Saint-Paul, j'étais trop jeune, je l'ai vu un petit peu plus tard. Et j'avoue que les premières scènes, la copie était absolument magnifique. Les premières scènes en Bretagne où on découvre Pont-Calec sur les falaises, on crée un souvenir, mais indélébile. Après, j'ai vu effectivement Le Juge et l'Assassin, et je les ai tous vus au moment de leur sortie, avec autant d'admiration, en tout cas autant d'impatience à chaque fois qu'un film de Bertrand Tavernier était annoncé. Votre première rencontre avec Bertrand Tavernier ? Il ne doit pas s'en souvenir, c'était un dîner chez des historiens. Il préparait un film qui ne s'est pas fait, qu'il devait faire avec Nathalie Baye au Canada, et donc il voulait rencontrer ces historiens. J'étais ami avec l'un d'entre eux, qui savait que j'étais cinéphile et grand admirateur de Bertrand Tavernier, et donc je m'étais glissé au milieu de cette assemblée de gens extrêmement savants. Et le souvenir que j'en ai, c'est que peu de temps avant, j'avais vu un film de Delmer Daves qui m'avait pas beaucoup plu, et donc je me souviens d'avoir dit à Bertrand, j'ai vu des meilleurs Delmer Daves que celui-ci, qui était L'Oiseau de Paradis, avec Debra Paget. Et j'ai senti que j'avais touché un mauvais endroit et que j'ai senti l'homme se refermer. J'ai revu le film après, je m'étais trompé. Vous vous étiez trompé vraiment, parce que c'est une question que je voulais vous poser un peu plus tard, mais vous la provoquez. J'ai été, comme tout le monde, frappé de sa connaissance. C'est même pas encyclopédique, parce qu'elle était à la fois encyclopédique et intime du cinéma. C'est-à-dire qu'il connaissait un cinéaste, mais qu'il le connaissait dans la profondeur de son œuvre. Il la connaissait dans les incidents, dans les incidents de parcours. Il connaissait aussi le rapport de tel cinéaste avec les comédiens et des comédiens, etc. Et moi, j'ai eu à plusieurs reprises, je ne lui ai jamais dit, parce que je crois, comme beaucoup de gens qui l'aimaient et qui le fréquentaient souvent, beaucoup, nous étions en plus voisins à Paris, ça facilitait les choses, on sentait que c'était inutile de l'embêter avec des opinions dont il n'avait que faire, et non pas qu'il méprisait votre opinion, mais il n'avait pas le temps, si je puis dire. Il fallait qu'il continue à creuser son propre sillon. Mais j'ai eu souvent l'impression que sa connaissance intime et encyclopédique du cinéma brouillait un peu son jugement sur les films. Il m'a souvent recommandé des films dont je me disais... Oui, bon, d'accord, il y a un bon moment, où il y a un bon acteur, mais franchement, est-ce que ça ne fait pas un tout? Est-ce que c'est une impression que vous avez eue, ou est-ce que c'est moi qui suis buté? Non, vous avez raison, mais Bertrand avait un rapport avec les films qui vous disait en permanence, et c'était vraiment très agréable, d'aller au-delà des apparences que l'on pouvait avoir. Là, je m'étais trompé sur L'Oiseau du Paradis, parce que c'était pour moi un technicolor américain comme... Il y en avait sur la 2e chaîne tous les dimanches après-midi, un film d'aventure avec de la musique très forte et tout. Il m'a dit non, le film est très bon. D'abord, il y a un passage absolument magnifique avec Everett Sloane qui est seul sur une île déserte. Effectivement, en revoyant le film, on comprend que c'est un passage clé et que quand on a ça en tête, on voit le film de façon différente. Je ne suis qu'à moitié d'accord avec vous sur ce que vous disiez sur Bertrand qui n'écoutait pas. Non, il écoutait. Mais... qui écoutait et qui pouvait revenir sur un certain nombre de choses. Quand j'ai connu Bertrand, il fallait pas dire le nom René Clair, parce qu'il avait grandi à une époque où René Clair faisait ces films qui n'étaient pas les plus réussis, qui même souvent étaient ratés. Et donc, dès qu'on disait le mot René Clair, Bertrand tordait le nez et tout. Et petit à petit, il me dit, mais tu sais, Bertrand, 14 juillet, c'est un beau film. Le Million, c'est vachement bien. Et tout. Et il est allé revoir ces films, et ces films, on les a retrouvés dans le documentaire qu'il a fait, Voyage à travers le cinéma français. Donc il était capable de revisiter quand on lui suggérait des films, même si après il ne le reconnaissait pas. Alors peut-être on va se mettre d'accord sur une chose. Il était utile de lui dire du bien des gens ou des choses dont il pensait pas de bien, même quelquefois du mal. Ça marchait dans ce sens-là. Vous lui dites, il faut aller voir René Clair parce que Le Million, mais... Dans l'autre sens, je pense que ça ne marchait pas très bien. Il ne fallait pas essayer de lui dire des choses, des réserves, ou avoir des idées, ou des choses négatives sur des choses qu'il aimait. Mais peu importe, vous nous avez raconté... Sur des gens qu'il aimait, oui. Delmer Daves, oui, il fallait mieux pas être trop critique sur Delmer Daves. Cela dit, je dois quand même mettre un bémol à ce que j'ai dit tout à l'heure, le nombre d'auteurs
d'auteurs de romanciers, le nombre d'essayistes, le nombre de cinéastes qu'il pouvait faire découvrir à des gens qui se croyaient, comme c'est mon cas, curieux. On était mais doublés, triplés, quadruplés par la curiosité que Bertrand infusait autour de lui et d'une manière qui inspirait la même gourmandise que celle qu'il avait. La même chose à table, mais j'ai renoncé à ce que cette série d'entretiens à propos de Bertrand Tavernier parle de Bertrand Tavernier à table, peut-être plus tard, nous verrons. Vous nous avez raconté votre première entrevue, votre première rencontre avec Bertrand Tavernier, mais vous êtes là un peu en cure-dent, comme on dit dans les dîners importants. Mais votre première rencontre de travail, votre première rencontre, est-ce qualité les vôtres et les siennes? Nous avions fondé à l'époque une chaîne qui existe toujours, mais plus sous cette forme, qui s'appelait Ciné Classique, qui ne proposait que des films en noir et blanc. C'était un avatar de Canal. Exactement. Et nous avions une émission à l'intérieur où toutes les semaines, nous invitions une personnalité à venir parler de cinéma. Et bien évidemment, Bertrand figurait parmi les premières personnes à être invitées et à venir parler des films qui n'étaient pas les siens. Ils étaient en noir et blanc. Et ça a été un déclic chez Bertrand. Et après, il se passait pas, allez, je vais dire un mois, mais souvent c'était beaucoup plus rapide, sans qu'il y ait un long coup de téléphone en disant il faut programmer ceci, il faut programmer cela. Et il y a Edmond Gréville, et puis il y a de très bons Jean Sacha, et là il faut voir dans les films de William Wellman. Et donc il y avait une avalanche de conseils et de suggestions qui nous arrivaient, d'autant que c'était la période où Bertrand mettait la main à la pâte de ses 50 ans de cinéma américain, la suite de 30 ans de cinéma américain, sa Bible, donc sur toute cette période, qui préparait Amis américains. Et donc, c'était des films qui étaient très frais dans ses mémoires, puisqu'il venait juste de les revoir. Et donc là, les rapports ont été beaucoup plus réguliers et beaucoup plus permanents avec Bertrand, qui est devenu un invité très régulier. On a fait des émissions autour de lui, on a fait autour de ses films. Enfin, il est devenu une espèce à l'époque, une sorte de pilier de cette chaîne. Dans tous les entretiens que j'ai conduits jusqu'à présent à propos de Bertrand Tavernier, le mot de western a été, je crois, prononcé à peine une fois ou deux. Vous avez eu, j'imagine, avec lui l'occasion de discuter des westerns et peut-être de repérer une sorte de ligne directrice de son goût pour les westerns, quoiqu'il ait eu une boulimie considérable. Mais à l'intérieur de cette boulimie de western, à l'intérieur de cette boulimie, il y avait des lignes, une ligne directrice au moins, non? Il y avait au moins deux lignes directrices, parce que ce qui est important de dire, c'est que le Bertrand Tavernier cinéphile et le Bertrand Tavernier cinéaste agitent toujours les mêmes thèmes qu'on retrouve soit dans ses écrits, soit dans ses films. Il y a dans le western, pour Bertrand Tavernier, un rapport privilégié entre l'homme et la nature, qui est quand même une des bases du western, et entre l'homme et la société, qui était le deuxième pilier du western, puisque l'on voit les villes se construire, les shérifs arriver en train de mettre de l'ordre, qui étaient deux sujets qui passionnaient Bertrand Tavernier là-dessus. Donc il était absolument intarissable, et sur les grands maîtres du western, John Ford, Delmer Daves, William Wellman, il était capable de vous parler des heures et des heures, pas tant du fond de ces films que de la forme que ces metteurs en scène prenaient pour décrire tel ou tel moment important. Et de même qu'il avait ces lignes directrices pour les westerns, comment qualifieriez-vous sa connaissance et son goût des actrices et des acteurs? Boulimique, il était capable de repérer au fin fond d'un plan tel acteur. Je crois que ça a déjà dû être dit dans cette émission, mais il avait une mémoire absolument colossale et il se souvenait de choses qu'on pouvait avoir oubliées. Et surtout, ce qui était vraiment très très fort, c'était que son expérience de metteur en scène, pour nous, cinéphiles, qui n'avons jamais dirigé de film et qui n'en dirigeront jamais, étaient des explications tout à fait admirables. Je me souviens d'une conversation avec lui sur le cinéaste qui s'appelle Albert Levin, qui avait réalisé Pandora avec Ava Gardner. Et je disais, c'est vachement bien, Pandora, quel beau film, quel lyrisme. Je dis, non, c'est pas bien, je sais pas ce qu'il y a dedans dans le film et tout. Et un jour, Bertrand a lu une biographie d'Albert Levin et il a découvert que Albert Levin était sourd. Et étant sourd, ça l'handicapait pour diriger les comédiens. Il m'a dit, tu vois, c'est parce qu'il est sourd que les comédiens jouent faux, ils jouent pas ensemble et tout, et c'est pour ça qu'il n'aimait pas les films d'Albert Levin. Mais ça, c'est quelque chose qu'un seul metteur en scène pouvait expliquer à quelqu'un comme moi, qui n'était que simple spectateur. Et alors justement, si on continue sur cette veine, vous comme cinéphile et comme historien du cinéma, quoi que vous en disiez, de
sur quoi vous a-t-il ouvert les yeux et de quoi vous a-t-il ouvert la voie? De pas se fier aux apparences, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que y a toute une génération de cinéphiles qui avait plutôt tendance à révérer les grands maîtres, à parler pour la millième fois de Robert Bresson, pour la millième fois de Fritz Lang, qui sont des grands réalisateurs, ça c'est pas la question. Mais Bertrand, de la même façon que dans ses films, il est allé chercher un soupçon de vérité à travers la Régence ou à travers l'Armée d'Orient, c'est-à-dire des zones peu connues ou mal connues de l'histoire de France. La grande force de Bertrand, c'était de dire ne vous fiez pas aux apparences. Et là, tel metteur en scène anglais, tel metteur en scène américain, parce qu'on parle toujours de Bertrand Tavernier, spécialiste du cinéma américain. Il était incollable sur le cinéma anglais. Il connaissait très bien le cinéma italien, et je ne parle pas du cinéma français. Et donc, pour aller forcer à voir des films auxquels on ne penserait pas de prime abord, c'était une véritable règle chez lui. Bertrand a été le premier à parler des scénaristes comme part entière, comme intervenant à part entière dans le cinéma. Dans son 30 ans de cinéma américain, pour la première fois, il y avait toute une partie du bouquin qui était consacrée aux scénaristes, avec des noms non pas qu'on découvrait, ce qu'on les voyait sur le générique, mais ils remettaient à leur place des gens qui avaient apporté une création extrêmement importante dans ces œuvres. Donc Bertrand Tavernier, pour le cinéphile, c'était une forme de curiosité, c'est la discipline de la curiosité. Allons voir le film, peut-être que c'est pas bien, mais il faut quand même qu'on jette un coup d'œil dessus. On va le faire savoir et tout. Donc c'est de ne pas s'arrêter aux préjugés. Dans vos discussions, est-ce qu'il a été souvent question du cinéma français et des cinéastes contemporain de Bertrand Tavernier? Oui, très régulièrement, puisqu'il y avait quand même un passage obligé, c'est qu'est-ce que tu as vu cette semaine, est-ce que tu as vu tel film ou tel autre. Il était, comme souvent les metteurs en scène français, indulgent. Quand le film ne lui avait pas plu, il préférait ne pas en parler. Mais par contre, quand il avait aimé, il était d'une volubilité. Le réalisateur était invité à l'Institut Lumière. Moi, j'ai des souvenirs de week-ends qu'il avait organisé à l'Institut Lumière, où il faisait venir des cinéastes qui étaient encore contemporains à l'époque. Je pense à des gens comme Jacques Rouffio, Édouard Molinaro, qui pendant tout un week-end venaient parler de films qui eux avaient réalisés et dont on parlait, selon Bertrand, insuffisamment. La mort de Belle pour Édouard Molinaro, L'horizon pour Jacques Rouffio. Et donc, il y avait une déclaration d'admiration, de respect, d'amitié de la part de Bertrand, de façon extrêmement concrète, qui était très forte. Et on voyait les films différemment, oui, mais on les voyait avec une force encore plus grande. Alors, l'Institut Lumière est un point important dans la vie et dans l'activité de Bertrand, pour deux raisons, parce que c'est à Lyon, parce que ça a fait plus que deux raisons d'ailleurs. C'est à Lyon, ça a permis de redonner leur place aux frères Lumière, non pas pour la gloriole de la chose, mais pour montrer que finalement, quelles que soient les disputes sur l'origine de la technique, le cinéma, c'est eux, et c'est Lyon. Et puis évidemment, parce que ça permet de faire ce travail de propagation du cinéma, qui est beaucoup plus ouvert que n'est la Cinémathèque à Paris. C'est difficile pour les Parisiens qui ne sont jamais allés à Lyon de comprendre. La Cinémathèque organise des rétrospectives, des projections, etc. Elle fait un travail certain. Mais ce que fait l'Institut Lumière, et notamment à travers son festival au mois d'octobre en général, c'est de propager tous les cinémas à travers la ville, dans les cinémas de la ville, et pas seulement dans les salles qui ont été construites en face, enfin rue du premier film. Vous suivez cette affaire depuis son origine, depuis l'origine, même oui. Un peu avant. Oui. Et j'aimerais bien que vous racontiez à nos auditeurs l'Institut Lumière tel que vous l'avez vu, vécu et fréquenté. Alors, c'est quelque chose qui est assez ancien, puisque la première fois que j'ai dû aller à Lyon pour assister à un festival de cinéma, c'était en 1982, quelque chose comme ça. L'Institut Lumière n'existait pas stricto sensu, mais il y avait déjà des festivals de cinéma où Bertrand Tavernier était là, il y avait des tas de cinéphiles, et on projetait des films de 8h du matin jusqu'à minuit en mangeant des sandwichs à l'heure du déjeuner ou au dîner. C'est après qu'effectivement le festival, l'Institut Lumière s'est développé, d'abord avec la création du lieu, la mise en évidence de cet endroit absolument magnifique, la création d'une salle de cinéma, parce qu'avant c'était uniquement ce qui est encore aujourd'hui la petite salle en bas, qui est une très belle salle, mais qui n'était pas à la hauteur de l'institution. Et il y a eu un certain nombre de week-ends qui ont été organisés. Et le grand moment pour le cinéphile
pour ce qui concerne l'Institut Lumière, c'est effectivement le Festival Lumière qui a lieu tous les ans, où là, comme vous le décriviez si bien, c'est une ville entière, des salles pleines à craquer, des enfants, des personnes âgées, tout le monde, qui participent à la fête. C'est un festival très décontracté. Il est arrivé, on pouvait prendre un café avec Clint Eastwood qui était juste à côté. Vous aviez Tim Roth qui venait présenter un film, il dit, écoutez, j'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez, je reviens après la projection pour discuter avec vous. Une ambiance très décontractée. À l'inverse, j'allais dire, du Festival de Cannes, qui est quand même très normatif, très encadré. Non pas que le Festival Lumière soit pas encadré, mais c'est beaucoup plus détendu. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a pas de compétition. Les gens aiment le cinéma, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le cinéma pour voir des films, pas toujours récents, mais souvent dans des copies somptueuses et tout. C'est vraiment la cinéphilie dans tout ce qu'il y a de plus vivant, dans tout ce qu'il y a de plus enthousiaste. C'est devenu un des festivals les plus importants de France. C'est aussi un endroit où Bertrand Tavernier se transforme en animateur de ciné-club. En battleur, même. En battleur, absolument. Vous l'avez vu avec certains de ses confrères éminents. Peut-être en avez-vous gardé des souvenirs que vous partageriez avec nos auditeurs? Il était capable de s'inviter à une présentation de film. Moi-même, un jour, je devais présenter Détour de Ulmer, et puis Bertrand est arrivé d'un seul coup. On le présente ensemble. Il y avait Guillermo del Toro qui était dans la salle et tout. Et quand Bertrand présente un film, au début, Bertrand, fondamentalement, est un timide, est un homme réservé, un homme pudique. Donc, au début, le débit est toujours un petit peu lent. Il cherche ses mots. Puis, quand la machine a pris suffisamment de vitesse, voilà. Et puis, un film en amène un autre. Et puis, une scène en succède à une autre, et d'un seul coup. Et Bertrand s'enflamme jusqu'à ce que, très souvent, de faire dépasser le temps qui lui était imparti. Je me souviens, nous en parlions il y a quelques instants, de Pierre Rissian, quand Bertrand disait, je vais essayer d'être bref. Et Pierre Rissian qui disait, la dernière fois qu'il a vu ça, depuis qu'il a dit ça, ça a pris une demi-heure. Donc, il était assez volubile pour les choses qu'il aimait. Il y a autre chose à l'Institut Lumière qui me paraît porter sa marque, pas que la sienne, mais la sienne, c'est l'absence, comment dirais-je, de sectarisme. Le fait d'avoir reçu des scénaristes, des cinéastes de j'allais dire toutes les tendances, est-ce qu'il faut dire ça à propos des cinéastes? Mais enfin, faisons pas de mystère, il y a une vieille querelle entre les abonnés de Positif et les abonnés des Cahiers du cinéma, quoique quelqu'un d'assez méchant a dit que les Cahiers du cinéma avaient plus d'actionnaires que d'abonnés, mais cette querelle infecte un peu toute la presse. Quand il s'agit de rendre compte d'un film, et notamment quand il s'agissait de rendre compte d'un film de Bertrand, il fallait absolument, chez certains commentateurs, trouver la raison pour laquelle le film devait être mis plus bactère. C'était pas le cas de l'Institut Lumière et pour une raison simple, je pense, c'est qu'il y a deux personnes à l'Institut Lumière. Il y a donc Bertrand et Thierry Frémaux qui est d'une autre génération et qui a de l'admiration pour des réalisateurs et pour des cinémas qui sont pas évidents pour Bertrand. Je pense notamment à tout ce qui concerne le cinéma de genre. Thierry Frémaux n'a rien contre Mario Bava, alors que Bertrand était plutôt du genre à tordre le nez par rapport à ce cinéma-là, que Bruce Lee est une personne révérée par Thierry Frémaux. En tout cas, il a beaucoup d'admiration, alors que c'était pas du tout la tisane de Bertrand. Oui, mais là encore, vous parlez de films de genre tout à fait différents. Moi, je faisais allusion aux querelles un peu idéologiques. Et au fond, l'Institut Lumière, en effet, vous avez raison de rappeler le rôle qui joue Thierry Frémaux, que nous recevons dans cette série, bien sûr, sont exempts de cette volonté de régler des comptes qu'on retrouve dans d'autres cinémathèques. Ne serait-ce que parce que Bertrand, quand il était journaliste, écrivait aussi bien dans Positif que dans les cahiers du cinéma. Il se faisait même un malin plaisir à dire du bien de Samuel Fuller, cinéaste que l'on qualifiait de militariste et plutôt de droite dans les cahiers du cinéma, alors qu'il parlait de Delmer Daves dans Positif, ou plutôt l'inverse. Oui. Donc, il s'amusait quand même à mettre en avant des metteurs en scène qui, idéologiquement, n'étaient pas associés à la ligne de la revue. Alors venons-en à son dernière œuvre, qui est son voyage à travers le cinéma français, dans toutes les formes qu'il a prises, la forme brève, la forme longue, la forme développée, bref, en tout cas qu'on peut voir aujourd'hui maintenant sous la forme de deux coffrets de DVD ou de Blu-ray, et qui donc est le dernier travail, puisqu'il n'a pas pu faire le film de fiction qu'il avait prévu de faire et qui n'a pas trouvé son financement.
j'imagine que pendant la fabrication de ce voyage à travers ces différentes formes, vous avez été un interlocuteur pour Bertrand et que vous en gardez quelques souvenirs que vous pourriez partager. J'étais plus un mur sur lequel il pouvait renvoyer des balles, car quand même Bertrand a une connaissance du cinéma français, de façon générale, qui est absolument encyclopédique. Il connaissait des tas de choses, mais il avait besoin d'en savoir davantage. Donc, pour lui renvoyer la balle, il fallait l'envoyer dans des coins auxquels il ne pensait pas nécessairement. Bertrand, tu savais qu'il y avait des films français en couleur, des longs métrages de fiction réalisés avant la guerre? Non. Donc, d'un seul coup, on lui montre La Terre qui meurt de Jean Vallée. Et voilà, c'est une révélation pour lui. Bertrand, est-ce que tu connais un metteur en scène qui s'appelle Louis Valeret, qui a réalisé 2 films, quelques films courts, et qui a fini comme ingénieur dans l'usine Péchinet, quelque chose comme ça, mais qui a fait 2 films remplis de poésie? Non. Et Bertrand se précipite là-dedans et s'en nourrit. Il s'en nourrit. Donc c'était plus aller rechercher dans des angles un petit peu méconnus du cinéma, ou pouvoir affirmer ses convictions sur des choses qu'on connaissait un petit peu, mais pas beaucoup. Je pense à quelqu'un comme Jacqueline Audry, une des rares réalisatrices du cinéma français des années 40-50, qui n'avait pas une bonne réputation, parce que c'est vrai, ses derniers films, comme ceux de René Clair dont on parlait tout à l'heure, c'était pas les meilleurs. Et par contre, quand on replongeait un petit peu en arrière, donc là, il fallait revoir ça, d'un seul coup, c'était une révélation, parce que c'était des très bons films. Tout n'était pas très bon, mais les bons films, Gigi était un film absolument merveilleux et magique, que nous redécouvrions à partir de ce moment-là. C'était plus une caisse de résonance qui cherchait par rapport à toutes ces connaissances que un écrivain, un auteur qui lui aurait écrit un scénario que lui-même a parfaitement écrit et rédigé. Oui, cependant, vous aviez cette connaissance-là. D'où la tenez-vous, d'ailleurs? D'où sortez-vous ce Gigi que Bertrand n'avait pas vu et que vous lui faites voir, ou bien Ça se trouve en DVD, on a assisté à des projections. Gaumont régulièrement nous a ouvert sa salle de projection pour voir des copies de films sur lesquels on se posait des questions. Il y avait des VHS qui existaient encore à l'époque. On trouvait des choses, les souvenirs. Mais les souvenirs, c'est quand même très très fugace, très volatile. Donc il faut toujours se replonger à l'intérieur. Et parfois on a des bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises. Une bonne partie du voyage à travers le cinéma français est une œuvre totalement personnelle de Bertrand, où il rend hommage à des maîtres et il rend hommage à des amis. Ceux qui sont parmi les vedettes du voyage à travers le cinéma français ne sont pas nécessairement les cinéastes les plus connus. Je pense à Jean Sacha, je pense à Edmond Gréville, à qui il rend hommage parce que ce sont il a aimé aussi les individus, en plus des films. Oui, mais il s'était prémuni de tout reproche à l'avance en expliquant que c'était son voyage et le voyage de personne d'autre. C'est d'ailleurs ce qui fait probablement le succès très au-delà de cinéphiles, j'allais dire, au sens étroit du mot. C'est ce qui fait le succès de cette série de DVD. Et le fait que ce soit l'émanation d'un metteur en scène qui a réalisé des films et qui explique, regardez chez Anatole Litvak dans Cœur de Lilas, ce mouvement de caméra, comment il est compliqué à faire. Regardez dans Prends la route, il y avait vraiment un orchestre qui était sur le plateau pendant ce long mouvement de caméra qui accompagne Pilset Abbé. Il donnait des explications que le commun des mortels ne pouvait pas avoir. Il expliquait en tant que metteur en scène en quoi ce passage, ce plan, cette réplique était remarquable. Et à la fin de tout ça, je veux dire, quand vous avez vu ce voyage réalisé, de quoi avez-vous eu envie de parler avec lui? De Lyon. Parce que c'est curieux, je lui ai dit, mais c'est la première phrase que je lui ai dit, c'est bien, le film il commence sur Lyon, il se termine sur Lyon. Il m'a fait, naturellement. Et quand vous en parlez aux autres, qu'est-ce que vous mettez en avant de ce voyage à travers le cinéma? Que nous vivons, en tant que cinéphiles, amateurs du cinéma, de simples spectateurs, au milieu d'un océan de choses, de films absolument merveilleux qu'on a trop tendance à oublier. Que, effectivement, La Grande Illusion ou La Règle du jeu sont des grands films. On les connaît, il faut les montrer aux jeunes générations et tout, mais ce ne sont pas des arbres qui cachent la forêt. Il y a des dizaines et des dizaines de films tout à fait intéressants, tout à fait bien, parfois des chefs-d'œuvre oubliés, des chefs-d'œuvre méconnus, et ce sont ceux-là qu'il faut mettre en avant, c'est ceux-là qu'il faut montrer. C'est beaucoup plus riche, tout ceci est beaucoup plus riche que ce que l'on peut imaginer. Et je vois beaucoup de films,
J'en découvre encore tous les jours des films absolument remarquables, totalement oubliés, totalement méconnus. La femme de ma vie de Guy Lefranc est un film qui n'existe pas en DVD, qui n'existe pas en VHS, qui n'est jamais passé sur une chaîne de télévision, avec Jeanne Moreau et Madeleine Robinson, qui est un film merveilleux. C'est le seul film qui était co-dialogué par Michel Audiard et Henri Janson, qui l'un et l'autre avaient mis la pédale douce et travaillé beaucoup plus dans la subtilité qu'ils le feront par la suite. Jean-Léo Lapointe, nous ne terminerons pas cet entretien sans que vous nous ayez dit où on trouve ce film et comment vous avez pu le voir et comment nous pourrions le voir. J'ai une copie 16 mm, donc je suis prêt à organiser des projections. Encore faut-il trouver l'autorisation des auteurs. Parce que, oui, c'est aussi un des problèmes, c'est de trouver l'autorisation des auteurs et ensuite, éventuellement, de le faire passer. C'est un des grands soucis de Voyage à travers le cinéma français. Un certain nombre de films, il était difficile de retrouver qui possédait les droits d'un certain nombre de titres ou des ayants droit qui refusaient de les passer à Bertrand, sauf pour des sommes totalement déraisonnables. Finalement, il aura réussi à franchir toutes ces étapes-là pour notre plus grande édification et pour notre plus grand plaisir. Jean-Léo Lapointe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.